Bienvenue à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vidéo en compagnie d'un médecin clinicien. On va parler un petit peu de théorie et de pratique. Rentrons dans le vif du sujet avec les premières questions. Donc avec le docteur Rod. Peux-tu te présenter, Rod, Ouais. pour les personnes qui ne te connaissent pas? Donc, moi, c'est Aude. Je suis actuellement assistante en médecine générale en Belgique. Donc, je ne sais pas à quoi ça correspond en France. Mais en gros, là, je suis en spécialisation de médecine générale. Donc, j'ai fait mes études de médecine qui, à l'époque, enfin, à mon époque, encore comme qu'on prenait 7 ans d'études. Et là, je suis en formation pour devenir généraliste. C'est 2 ans après les 7 ans. Actuellement, 3 ans après les 6 ans, parce qu'ils sont passés à 6 ans en médecine en Belgique. Et donc, je suis officiellement généraliste dans quelques mois. Et je pratique depuis 1 an et demi, plus ou moins. Ok. Tu travailles en cabinet? Je travaille en cabinet en maison médicale, donc en cabinet avec plusieurs généralistes comme moi, des infirmiers, des kinés. Je suis pas solo, quoi. Ok. Et pourquoi ce parcours en fait de médecine? Pourquoi tu as choisi médecine et non pas agent de sécurité? J'ai pas choisi médecine à la base. Il n'y a aucun médecin dans ma famille. C'était pas une vocation petite de devenir médecin. J'ai atterri en fac de médecine par le biais des sciences biomédicales parce que j'adorais la chimie en secondaire. J'ai un peu regardé quel parcours supérieur était faisable en rapport avec la chimie. Et donc, j'ai atterri après mes secondaires en fac de médecine, mais en commençant avec des sciences biomédicales. Donc, j'ai fait une première année de sciences biomédicales. J'ai atterri là-bas sans savoir que c'était en fac de médecine. Et en fait, il s'est avéré que à l'époque, enfin, mon époque encore, je parle comme si j'étais vieille, Ouais. mais maintenant, ça a changé l'année après laquelle moi j'ai commencé. Mais l'année à laquelle moi j'ai commencé, à ce moment-là encore, la première année de sciences biomédicales et la première année de médecine étaient encore identiques. Et donc, en fait, après avoir réussi ma première année de sciences biomédicales, en fait, j'avais réussi une première année de médecine, mais j'avais jamais considéré la médecine avant, quoi. Et D'accord. donc, bah voilà, j'ai réussi ma première année de sciences biomédicales. Les proportions de réussite sont quand même très faibles en première année de fac en médecine. Et donc, j'ai un peu tout remis en question. Je me suis dit, pourquoi pas la médecine, c'est faisable. Finalement, la première année, c'est soi-disant la plus dure et ça a été du premier coup, donc pourquoi pas. Donc, j'ai réfléchi, j'ai essayé de faire une passerelle pour passer en deuxième année de médecine. Ils m'ont pas laissé passer, malgré que tous les examens étaient identiques. Ils m'ont pas laissé accéder à la deuxième année de médecine. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une deuxième année de sciences biomédicales en même temps qu'une première année de médecine qui était entièrement validée, vu que tous les cours étaient identiques à la première année de biomédicale. Et donc, je me suis avancée sur la deuxième année de médecine comme ça. Et puis, parce qu'il y avait une grande majorité des cours en commun entre la deuxième biomédicale et la deuxième médecine. Donc, j'ai commencé mon parcours en fac de médecine comme ça, mais sans, tu vois, j'avais pas de rêve de devenir médecin. C'était un peu plus pour me prouver à moi-même que j'étais capable que pour vraiment atteindre, tu vois, ce rêve-là que beaucoup de gens, voilà, disent, moi, depuis que je suis petit, je veux être chirurgien. Moi, c'est pas mon cas, quoi. Et donc, il y avait un numerus clausus. Non, euh, j'avais pas de... donc, en gros, en Belgique, vous n'avez pas de numerus clausus. Non. Alors, là, ça a changé. Il n'y a toujours pas de numerus clausus, mais il y a un examen d'entrée qu'il faut réussir. À mon époque, il n'y avait même pas d'examen d'entrée, il n'y avait rien. Donc, tu t'inscris en première, tu passes les examens. Si tu as une moyenne supérieure à 12 sur 20 Ouais, à 12. l'année, tu passes en seconde, quoi. Nous, c'était, ici en France, c'est à peu près 360 ou 300, un peu moins, 340. Là, ils veulent enlever le numerus clausus, mais bon, la moyenne de 12, et ici, c'est plus des moyennes à 14, 15, 16. Et c'est ça. Et en fait, c'est pour ça que moi, ils m'ont pas laissé faire la passerelle biomédicale médecine, Hmm. parce que dans la législation, il y avait un petit cafouillage. Et en fait, à l'époque, les Français qui avaient le numerus clausus venaient en Belgique faire la première science biomédicale et pouvaient switcher en médecine en, en France, quoi, tu vois, et donc retourner dans le système médical en France tout en ayant échappé au numerus clausus là-bas. Et donc, moi, ils m'ont dit, malgré que j'étais la française, ils m'ont dit, il n'y a pas de passerelle, tu peux pas te réinscrire en deuxième médecine, quoi. D'accord. Voilà. Mais maintenant, bon, il n'y a toujours pas de numerus clausus, donc ceux qui réussissent, ils continuent, mais il y a un examen d'entrée qui apparemment est un peu plus compliqué Ouais, qu'avant.
Donc on ne peut pas choisir entre la France et la Belgique, on peut juste dire que c'est peut-être un peu moins dur, mais il y a toujours un concours d'entrée. Mais c'est pas un concours, dans le sens Ouais, c'est un examen. si tu, voilà, c'est un examen, si tu réussis, tu passes en France, enfin, si j'ai bien compris, chez vous, si on, malgré le fait qu'on réussisse, ils prennent les 300 meilleurs, Oui, et, exactement, ouais. tu vois. Ouais. Et donc, tu peux te retrouver avec 85 de moyenne et quand même pas être accepté parce que t'es pas dans les nombres de gens qu'on accepte, quoi, tu vois. Hmm. Si on accepte tous ceux qui ont au-dessus de la moyenne, la moyenne demandée. Demandé. Ok. Et une autre question, est-ce que tu as hésité à abandonner tes études de médecine? Est-ce que tu t'es dit, c'est peut-être pas fait pour moi ou c'est trop compliqué? Non, Jamais? non, jamais. Alors, il n'y a que toi. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait que moi. Je pense que je sais pas. Je sais Tu t'es pas. jamais posé la question de te dire c'est trop dur ou la première année, tu m'avais dit que c'était intensif. La Euh, première, c'est pas intensif, mais le truc, c'est que moi, on m'a tellement dit, je viens d'une petite école un peu, tu vois, j'ai un peu pourri. J'ai toujours été l'élève qui donne le minimum pour avoir la moyenne et pas, tu vois, et pas devoir se donner à fond, juste ce qu'il faut pour avoir ses points. J'ai toujours fait comme ça. Et donc, moi, mes profs, ils m'ont toujours dit, même quand je me suis inscrite en biomédical, ma prof de chimie, alors que j'adorais la chimie, la chimie, c'était vraiment le cours que j'aimais trop. J'étais première de classe en chimie. Pour moi, c'était un jeu, tu vois, j'aimais trop ça. J'avais une relation comme ça avec ma prof de chimie. Et même elle m'a dit, Aude, si tu travailles si peu, la biomédicale à l'université, tu n'y arriveras pas. Et donc, moi, je suis partie dans l'idée que si je bosse pas H24, ça va pas aller, tu vois. Et hmm. donc, effectivement, ma première année, j'ai bossé tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je restais à la bibliothèque jusqu'à la fermeture, jusqu'à 22 heures. Je rentrais chez moi. Le lendemain, j'allais en cours. Pareil, je restais jusqu'à 22 heures à la bibliothèque. Je faisais ça tout le temps. Donc, évidemment, la première année, ça a été euh, difficile, mais je me disais que enfin, tu vois, je me disais pas, je vais abandonner, c'est trop dur. Je me disais juste, si je continue à travailler comme ça va payer, tu vois. Et puis tu passes un examen, tu réussis, tu te concentres sur le suivant, tu réussis. Et puis voilà, tu te dis pas, enfin, en tout cas, moi, je me suis pas dit, ouais, ça vaut pas la peine, tu vois. D'accord. Ok. En fait, tu as juste été régulière au fil des. C'est ce que je te disais, hein, c'est de l'organisation et de l'organisation, c'est tout. Ok. Euh, une question qui va peut-être fâcher. Est-ce que tu as grossi pendant tes études de médecine? Ouais, j'ai grossi. Alors, tu m'avais dit 5 kilos, mais est-ce que Ouais, c'était 5 kilos la première année ou 5 kilos au fil des. j'en sais rien parce que je regardais pas trop ma balance à ce moment-là, mais je sais que j'ai beaucoup grossi. Surtout la première année parce que, ça aussi je t'ai dit, j'ai eu ma voiture la première année, j'ai déménagé en périphérie de Bruxelles et donc avant j'étais sur Bruxelles, je faisais tout en transport donc je marchais beaucoup. J'ai déménagé en dehors de Bruxelles, j'ai eu ma voiture, je marchais plus. Et bêtement, hein, tu vois, tu dépenses beaucoup finalement en marchant pour Ouais, aller au donc la sédentarité volontaire. sédentarité volontaire. Ouais. Donc manque de marche. Ouais. Et tu faisais du sport la première année un petit peu? Je faisais pas de sport à ce moment-là. C'est du sport intellectuel. Voilà, c'est tout. Je faisais que ça, bibliothèque, maison, bibliothèque, maison. Donc, est-ce que toi tu définirais, enfin, de toute façon, on va parler d'une manière générale sur les études en elles-mêmes, comme ce soit les prépas ou les études d'infirmier ou autres. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même un impact par rapport est-ce qu'il y a un stress chronique? Ouais, oui. Surtout, oui, il y a un stress chronique, surtout quand tu sais pas comment le gérer, tu vois. Enfin, moi, je te dis, la première année, j'étais comme ça où je restais à la bibliothèque jusqu'à ce que ça ferme. Tous les jours, je faisais ça. J'arrêtais pas, je faisais mes résumés, je les relisais encore et encore. Après, tu comprends un peu le système, surtout quand ça dure 7 ans. Tu sais un peu comment ça marche. À terme, j'avais plus besoin d'être toute l'année à la bibliothèque. Je m'organisais correctement. Je savais qu'il y avait des périodes où je devais bûcher et donc je faisais ça du matin au soir. Le reste de l'année, j'avais ma vie normale et voilà, et justement, je pouvais reprendre le sport et faire autre chose. Maintenant, clairement, même ces années-là, quand tu es en blocus, ben, tu fais ça du matin au soir, tu n'as pas de vie sociale, enfin, tu fais rien d'autre. Tu te lèves le matin, tu te mets devant un bureau, tu étudies, tu fais ça jusqu'au soir et puis tu recommences ça pendant 3 semaines, quoi, tu vois. Tu enchaînes examen sur examen. Moi, j'ai une gestion du stress nulle, donc
pour moi, c'était clairement des stress à répétition. Chronique. Et je Et pense que tu m'as dit que tu travaillais un petit peu avant tes examens. Juste ouais, avant, enfin. ouais, c'est ça, je travaillais que en période de blocus. À terme, en première, c'était pas comme ça. En première, je travaillais tout le temps. Mais à force, ouais, je te dis, tu comprends un peu comment ça marche, tu sais un peu ce que les profs veulent aux examens, puis tu as les pistons, tu vois, tu as les examens des années précédentes, tu vois. Et donc, bon, ouais, tu captes un petit peu comment ça marche, tu n'as plus besoin d'être là à bosser tout le temps. Il y en a qui le font, hein, c'est eux qui font les 18 et les 19 sur 20, tu vois. Mais moi, c'était pas mon cas. Moi, je bossais encore une fois, le minimum pour Minimum. avoir les points qu'il fallait. Et voilà, et je m'organisais bien en blocus pour pouvoir clôturer toutes les matières que je devais, et puis voilà quoi, Donc, le conseil, c'est il faut travailler, être organisé, l'organisation. l'organisation. Et on est toujours face à un stress chronique et il faut essayer de mieux le gérer, quoi. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que tout le monde te dira. C'est c'est un stress, c'est un des pires, enfin, en fait, c'est un des seuls stress de la vie que tu t'infliges à toi-même, tu vois. Hmm. C'est-à-dire que c'est pas un truc extérieur qui te tombe dessus, merde, tu stresses, tu dois gérer. Non, tu sais que tu vas avoir des examens à répétition. Ce jour-là, tu es là, tu as mal au ventre, tu trembles, tu vois. Et bon, après, il y a des gens qui le gèrent mieux ou moins bien, mais ça reste un stress pour tout le monde, je pense, hein. Bon, ben, merci pour cette expérience, c'est très intéressant. Ben, je ferai ça, hein. J'espère. Alors, ouais, j'irai en Belgique. Autre question, alors qui n'a rien à voir du coup avec les études de médecine ou des études tout court. On avait parlé un petit peu de la question des réseaux sociaux et je voulais un petit peu introduire avec ça. Donc, que penses-tu des réseaux sociaux? À l'heure actuelle, l'arrivée massive des réseaux sociaux. Je pense que quand tu as commencé les études de médecine, il n'y avait pas trop ça. Et maintenant, on a un développement. Alors, il y avait certaines formes, Ouais, donc je te laisse c'était développer. Insta et tout, c'était le début, quoi. Ouais. Donc, on avait parlé d'MSN. Ouais, MSN. Où tu MSN chattais. Extended. C'était plus un site de rencontre que. Ouais, c'était un site de chat, quoi. C'était pas vraiment un réseau social. Donc, on avait MSN, on avait Skyblog, Ouais, Skyblog, on avait MySpace. Skyrock. Il y avait des. Je me rappelle, on diffusait, je regardais des articles sur Skyrock, Ouais, sur Skyblog en fait. ouais, c'est ça. Donc, on n'avait même pas l'avenue des réseaux sociaux. On avait MySpace. Ouais. MSN, c'était un peu comme WhatsApp, je t'en ai parlé, un Ouais, peu le même style. WhatsApp avec les adresses mail, quoi. Et est-ce que tu regrettes un petit peu ces temps de réseaux sociaux? Enfin, c'est Franchement, non, pas vraiment. pas Pas. vraiment. Ok. Maintenant, voilà, on a l'équivalent, comme tu dis, on a WhatsApp, on a Messenger, donc on a l'équivalent des MSN et on a plus. Maintenant, est-ce que le plus est bénéfique? Ça, c'est une autre question, tu vois. Alors, la question de l'arrivée, notamment des deux gros réseaux sociaux, Instagram et Facebook, Mm. que penses-tu de cette arrivée des réseaux sociaux? Enfin, est-ce qu'on a pu la contrôler? Est-ce qu'on a pu apprendre ces réseaux sociaux? Nous, non, on n'a pas pu la contrôler. Apprendre, ça, c'est une autre question et je pense que ça dépend des gens et ça dépend du recul qu'ils ont par rapport à ça. Comme je te disais hier, je suis très ambivalente par rapport aux réseaux sociaux parce que ça peut vraiment névroser les gens d'un côté. Et puis, ben voilà, d'un autre côté, c'est des plateformes où les gens peuvent s'exprimer et, et apprendre des choses aux autres. Et donc, on peut en apprendre aussi par là. Mais c'est clair que, ouais, je suis ambivalente par rapport à ça parce que On ça avait, on avait, n'a pas que on du avait bien. dit optimo-pessimiste. Optimo-pessimiste. En fait, donc, mais lorsque c'est arrivé, les réseaux sociaux, c'est un peu arrivé comme, tu sais, l'ère des téléphones. Mhm. On n'avait pas compris ce qui se passait. On a eu l'iPhone 1, l'iPhone 2, l'iPhone 3. D'année en année, ça a évolué. Là, on a des iPhones, ils font la reconnaissance faciale, etc., qui prennent des décisions à notre place, comme Siri, qui enregistre parfois des vocales. Tu as des enregistrements sur Google qui s'enregistrent aux dépens de ta volonté pour, soi-disant, euh, améliorer les qualités de service. Donc, on a l'arrivée des réseaux sociaux. Et comme tu l'as dit, comme on avait parlé, on n'a pas, on sait pas comment ça se passe en fait. On nous a pas donné une procédure disant voilà les réseaux sociaux ça marche comme ça. On n'apprend pas à l'école les réseaux sociaux, alors que c'est, tu vois, c'est une ère. On n'apprend pas l'avenue des téléphones, l'avenue de la technologie, de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu penses, par exemple, qu'en école on doit apprendre ce que c'est les réseaux sociaux? Ouais, ouais. Ou apprendre ce que c'est, je pense que ça, avec ou sans l'école, on apprend un peu ce que c'est. Maintenant, apprendre à gérer sa vie avec les réseaux sociaux, ça, je pense que... Mais voilà, c'est plus vaste que ça. Je pense qu'à l'école, il faut apprendre d'autres choses que les maths et le français, tu vois. Il faut inculquer la D'accord. confiance en soi aux gens et donc, pas Mais ça forcément c'est. Ouais. spécifiquement en rapport avec les réseaux sociaux, mais tu vois,
c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est exactement ce que disait Edgar Morin. Il disait que là, on doit apprendre ce que c'est l'humain et ce que c'est l'humain dans son contexte et dans la vie. Voilà. Et je pense que si déjà on apprend ça aux jeunes, ben, ils seront plus aptes à faire avec les réseaux sociaux dans cette société, tu vois. Donc, on pourrait conseiller aux profs des écoles, aux professeurs des écoles, bah, d'apprendre ce que c'est les réseaux sociaux, la pornographie, qui est les sites de pornographiques, ou alors quand tu vas regarder un streaming en vidéo, tu as plein d'images pornographiques qui arrivent. Donc ça, il faut que le gamin soit, ou les enfants, ou même les adultes soient informés, parce que s'ils sont devant une famille, ça devient compliqué. Donc l'avenue des réseaux sociaux. Et là, on va rentrer au niveau plus santé dans les réseaux sociaux. On a une nouvelle ère, en fait, dans les réseaux sociaux, comme je t'en parlais. On lit notre journal sur Facebook. Il y a Yann Barthès, je crois. Il y a aussi il y a pas mal de journaux. Donc, on lit l'actualité sur Facebook. Parfois, l'actualité interprétée par d'autres personnes. Surtout Alors, du coup, l'actualité voilà. interprétée par d'autres personnes. Donc, les réseaux sociaux sont. Pardon. L'actualité aujourd'hui, c'est toujours un peu interprété par d'autres personnes, hein. Même les médias à la télé, c'est les journalistes qui te donnent leur avis maintenant, tu vois. Mhm. Il y a plus vraiment d'objectivité. Mais alors, les réseaux sociaux, c'est encore pire. Les gens, ils lisent une étude, ils en font des conclusions personnelles. Et voilà, et nous qui lisons ça, si on n'est pas un minimum réfléchi et qu'on n'a pas un esprit critique, on prend ça pour une vérité, alors que bah, c'est pas tout le cas, quoi. Tu m'avais parlé de problème de la sélection d'informations Ouais. dans les réseaux sociaux. Mhm. Le problème de sélection d'informations et le problème aussi de formation des personnes dans les réseaux sociaux. Tout Mhm. le monde en fait, ils ont un diplôme, ils ont un nombre de followers qui est équivalent à un diplôme pour eux. Donc, ils ont une certaine légitimité. Quand on Ouais. voit, par exemple, je prends le Grand JD, qui est un YouTuber avec 2 millions ou 3 millions d'abonnés quasi, qui fait pas mal de vidéos, qui a travaillé avec Bernard Genier, etc. Ben, quand il va sur les plateaux télé, il a une certaine légitimité, je vois. Beaucoup plus même qu'un chercheur, qu'un médecin, qu'un scientifique ou qu'un ministre. Ouais. Donc toi, tu m'avais vraiment, tu avais vraiment insisté sur ça. En fait, les réseaux sociaux apportent de la reconnaissance. Mhm. Bien sûr. Ça, c'est pour tout le monde, même à notre petite échelle, on publie nos petites photos. Au plus il y a de gens qui les voient et qui like, au plus notre ego il est boosté, tu vois. C'est mentir de dire que c'est pas le cas. Donc évidemment que ça apporte de la reconnaissance et de la légitimité. Quand tu as 10 000 personnes qui te suivent parce que tu parles de sport et nutrition, même si tu racontes de la merde, ça donne un petit peu de la merde, on s'entend. Ça donne de la légitimité, c'est sûr. Il y a une série qui s'appelle Black Mirror. Je sais pas Mhm. si tu as vu sur Netflix, qui est plutôt intéressante. En Ouais. fait, c'était en fait en Chine. Ils sont en train au Japon surtout, ils sont en train d'expérimenter ça sur la note des réseaux sociaux. Ça te permet de prendre le train, de partir en avion, etc. Donc c'est des notes en fait. Et Mhm. si tu n'as pas assez de points dans tes réseaux sociaux, donc ils te notent en fait sur ton comportement, si tu ris des feux, etc. Et c'est au Japon, et donc c'est dans la série Black Mirror, donc c'est vrai. Et en fait, si tu n'as pas assez de points dans tes. Donc, si par exemple tu as été mal poli ou tu traverses quand c'est feu rouge, feu vert, ben, en fait, ils te mettent un nombre de points réduit et du coup, tu te retrouves à ne pas prendre l'avion à cause de ça. Et D'accord. donc, c'est vrai. Et donc, tu vois, c'est un problème du calcul. Et est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas apporté. On n'est plus dans l'autocontrôle et tu vas parler de la porte ouverte aux dérives. Ouais. Euh, et donc, tu m'as dit que tout le monde se proclame spécialiste maintenant. Ouais. Bah, ça rejoint ce que je disais là tout de suite. As t'as beaucoup de gens qui te suivent, tu vois, donc ce que tu dis est écouté, donc forcément, tu vois, ça, est-ce que toi, tu te sens plus légitime? J'en sais rien, tu vois, mais en tout cas, les gens qui t'écoutent, ils te pensent plus légitime parce qu'il y a plus de gens qui t'écoutent. D'accord. Et, euh, et donc, tu m'as dit la problématique, tu m'as cité une phrase, tout le monde connaît tout dans les réseaux sociaux. Ouais, tout le monde connaît au moins un truc mieux que les autres. Et est-ce que c'est pas dangereux, ça, de tout connaître? Les filles, bien Parce sûr. qu'est-ce qu'on approfondit? Parce qu'en fait, on lit de manière abstraite, c'est juste le début qu'on lit. On n'a pas le temps de tout approfondir. Mais bien sûr que non. Et puis voilà, c'est ce que je dis. Non, enfin voilà, t'as un certain nombre de gens qui te suivent, tu vois, comme je te dis, ça te donne une certaine légitimité. Tu lis des trucs. Enfin voilà, là je pense à des gens, à des coachs, à des, Les influenceurs. ouais, des influenceurs, genre nutrition et tout ça, qui vont vulgariser
c'est très bien hein, la vulgarisation hein, d'articles scientifiques, d'études et tout ça, c'est très bien. Ça permet aux gens de mais voilà, ça permet aux gens d'avoir une information qu'ils n'auraient pas forcément été chercher par eux-mêmes. Mais encore une fois, tu peux pas On ne peut pas généraliser à réduire. Ouais. voilà, tu peux pas réduire à ça. Tu peux pas généraliser à partir de une ou deux études lues. Et, euh, et voilà, c'est la, la, la revue de littérature, c'est un travail, tu vois. Ben, en fait, c'est ce que je disais, parce qu'on parlait avec des scientifiques, et on disait qu'on mettait des mois, voire des années à sortir une conclusion. Et Voilà. tu vas sur les réseaux Et sociaux, même la conclusion, tu conclus toujours en disant il se pourrait que, où ou il faut on faire des études dirait que. nécessaires. Il Il faut faire faudrait. des études pour appuyer ce qu'on conclut, mais tu peux jamais dire voilà, c'est comme ça que les choses se passent, tu vois. Et Et ça malheureusement, sur les réseaux sociaux. ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout à fait. Ils concluent, alors sur un seul paragraphe, ils arrivent à balayer des centaines d'études. Par exemple, je pense des études sur le jeûne, sur Walter Longo, qui est le professeur de longévité à l'Institut de longévité, qui est quand même le plus grand sur le jeûne. Ils n'ont même pas lu ses travaux. Mhm. Ils n'ont pas lu ses travaux. Ils vont lire une personne, une étude qui a dit ça, et donc ils vont conclure sur ça. Tout en balayant des milliers d'études qui ont été faites sur ça. Et c'est exactement ce qui se passe. Et on en revient à la question sur les fake news, surtout au niveau de la santé, puisque nous, on va se concentrer sur le problème de la santé. Et je sais qu'il y a beaucoup de médecins qui m'écouteront. Le problème des fake news, est-ce que on a un problème de connaissance, d'ego, d'interprétation, ou est-ce que vraiment on manque de connaissances? Parce que tu me dis, moi je t'ai dit, pour moi la sagesse, c'est pas accumuler les connaissances, c'est plutôt les utiliser à bon escient et du coup les moduler et les malaxer. Pour moi, c'est ça la sagesse. Mettre en lien et les. Voilà, je fais toujours des passerelles moi. Tout à fait. Tout à Mais fait. est-ce que pour toi, tu penses que dans les réseaux sociaux, il y a quand même une carence en connaissances? Mais oui, bien sûr. Bien sûr, à partir du moment où tu conclus à partir d'une conclusion et que tu as balayé toutes des dizaines d'années d'études faites sur le sujet à côté, bah, clairement, il y a un manque de connaissances. Il y a par exemple, donc en fait, par exemple, on fait des stages en hôpital, on a fait des stages en hôpital, on a été Mhm. au contact de patients, de médecins. Tu vois le recul que l'on a selon certains patients, on est obligé les mots sont beaucoup plus durs et on doit peser nos mots. Les mots ont un impact considérable pour le patient. Ça peut le tuer et ça peut lui donner une vision optimiste. Tout à fait. Il faut parler en fonction de la personne que tu as en face de toi. Tu peux pas dire la même chose à l'un ou à l'autre. Et c'est C'est ça les qui réseaux, est très et les réseaux sociaux ont avec fait ça. les réseaux sociaux parce que tu sais pas qui va lire quoi. Les gens, ils peuvent interpréter les choses aussi à leur manière. Et si toi, tu ne réceptionnes pas la manière dont eux interprètent les choses, tu peux pas les corriger aussi, tu vois. Ça, j'ai Moi, avec mes patients au cabinet. Il y a des gens, je sais avec qui je peux utiliser certains mots et avec qui je peux pas les utiliser et que je dois aller plus en douceur ou plus franchement, ou tu vois. donc, la mondialisation a fait aussi une globalisation de la pensée Ouais. qui fait qu'on ne s'est pas adapté à chaque individu. Un peu comme une nutrition générale pour les mêmes personnes, sauf que chaque personne a sa paire de chaussures qui lui correspond. Donc, le problème des réseaux sociaux, c'est que ça fait un cas général, et du coup, on n'arrive pas à individualiser. Et on ne Voilà, peut pas plaire à tout le monde sur les réseaux sociaux. c'est sûr. Donc, on s'en sort avec des critiques. Et donc là, quand tu vois, par exemple, que des influenceurs arrivent avec des choses qu'ils ont testées sur eux qui soi-disant marchent, parce qu'on ne sait pas si c'est des effets secondaires, en fait. On ne connaît pas sur le long terme, on voit les études, c'est toujours sur le long terme, sur une grosse cohorte d'individus. Et donc là, ils pensent que ça marche sur eux, donc ils vont tester sur d'autres personnes, sans prise de sang, sans avis de spécialistes, sans avis de médecin, sans avis de vrais coachs sportifs, parce qu'il y a des coachs sportifs, il faut l'avouer, qui font du bon travail, hein, qui pensent aux articulations sans l'avis de kiné, d'ostéo, de psychologue ou de psychiatre. Donc on a une personne qui est bénéfique en tout, qui donne aussi des produits peut-être dangereux, qui vend ses coachings plus cher qu'un médecin. Tu peux aller à des factures à 170, 180, 200 euros pour un coach hein, par mois, pour 1000 balles ouais, oui, 1000 balles pour le 3 mois pour remplir des calories sur FitnessPal. Donc ouais, mais c'est la vérité. Et tout ça parce qu'en fait, ils ont des grosses cuisses, ils ont des gros abdos, ou alors ils racontent un peu, ils sont un petit peu plus scientifiques que la majorité des réseaux sociaux, donc du coup, ça les met au-dessus. Je légitimise, encore une fois. Ouais. Et est-ce que c'est un problème d'ego aussi? C'est ce genre de fake news de... Moi, je suis pas dans la tête de ces gens-là, je sais pas, hein, mais moi, je pense qu'il y a clairement un problème d'ego avec les réseaux sociaux. Clairement. On n'a pas quoi, l'esprit critique, c'est ça, ce qu'on avait dit? Exactement. Et il nous manque l'autocritique. L'autocritique du côté des informateurs, entre guillemets, et l'esprit critique du côté des récepteurs, des Et gens qui reçoivent l'information. tu m'avais dit une chose essentielle. Tu m'avais dit dans les réseaux sociaux, on voit que le bon côté, on voit jamais le mauvais côté.
évidemment. Les gens, ils montrent que la belle partie de leur vie, hein. Tout le monde, c'est normal. Il n'y a personne qui va afficher ses échecs comme ça, tu vois. Et est-ce Alors, qu'on devrait afficher notre cellulite alors? ouais, je pense. Je Ouais. pense je pense que bah il faut pas non plus montrer que ça, mais tu vois, il faut quand même laisser voilà, laisser montrer aux gens que ben, ça fait partie de la vie, quoi. Donc les réseaux sociaux, c'est à double tranchant. Ça peut être bon ou ça peut être mauvais et nuire à la... Exactement. Il faut avoir le recul nécessaire pour justement que t'en tires plus de bien que de mal, quoi. Ouais, c'est très difficile parce que moi, j'ai par exemple un nombre d'abonnés et je fais pas de la pub pour ça. Et je sais que si je dis à certaines personnes de faire ça, ils le font. Mhm, tout à fait. Et je suis pas un gourou. On m'appelle Monsieur Marabout, mais je suis pas Monsieur Marabout. Mais en fait, alors je me demande, qu'en est-il des gens qui ont 800 000 abonnés et qui vendent n'importe quoi, et qui font de la pub pour n'importe quoi, et qui te disent, faut mettre cette crème avant d'aller dormir, quoi. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça qu'il y a des agences d'influenceurs, etc., etc. Parce qu'ils savent très bien que les gens, tu leur dis ça marche, ils vont, ils vont acheter. Et est-ce que tu penses que les scientifiques doivent être un peu plus présents sur les réseaux sociaux? Ce serait pas mal, mais bon, ils n'ont pas ce temps-là, je pense aussi, hein. Après, c'est pas le but de publier chaque jour une étude ou alors un avis. Là Mais aussi, les gens, tu vois, on est dans un système où si tu publies pas, les gens ils vont pas te suivre, tu vois, donc pour que ça marche, pour que tu aies des gens justement qui soient derrière toi, ben, il faut publier tous les jours, mais à partir du moment où tu publies tous les jours, tu fais perdre de la valeur à ce que tu publies parce que tu n'as pas le temps derrière d'avoir les recherches nécessaires pour publier quelque chose de valeur, tu vois. oui, ça prend du temps, et là, ça prend énormément de temps. On voulait parler des cas patients que je t'avais envoyés parce que j'avais fait une story, enfin, j'avais expliqué qu'il y avait des personnes, euh, pour montrer l'exemple, ce sont des cas patients, ce ne sont pas des gens que je regarde. Donc, on avait le cas 1, on va l'appeler Madame C, d'accord? Mhm. Euh, et le cas 2, on va l'appeler Madame L. Donc, Madame C, en fait, j'avais expliqué que c'était une jeune fille qui a fait des compétitions, donc je t'avais envoyé les photos parce qu'on n'avait pas cru sur les cas patients. Donc je t'avais envoyé les photos, je t'avais envoyé les analyses, etc. Et du coup, pour faire très clair, j'ai envoyé à Aude donc, toutes les analyses, les photos. Donc elle a pris des produits anabolisants. Et ensuite, elle a pris de la cocaïne pour couper sa faim, parce qu'en fait, les anabolisants ont réduit sa... En fait, il y a eu le pic du métabolisme. Et ensuite, lorsqu'elle a arrêté les stéroïdes anabolisants, ben, son corps, il demande de combler ses carences musculaires. Et du coup, elle a plus faim, parce que ses hormones chutent. Et donc, du coup, elle a pris de la coke. Elle a eu un trouble du comportement alimentaire, boulimie vomitive, etc. Pas de règles pendant longtemps. Et donc la question est, est-ce que, en fait, quand je t'avais présenté ce cas, Madame C, euh, avant, avant de t'avoir envoyé ces analyses, est-ce que tu m'avais cru? Oui, moi je t'ai cru. Bah, Ouais. je me doute Mais bien tu que. t'avais dit, c'est tout à fait possible qu'ils font ça. Donc quand je t'avais la photo de la fille donc, qui a fait de la compétition, donc elle n'était pas musclée, hein, elle n'était même pas sèche au niveau du dos, etc. Elle était hyper mince. Elle avait donc de la Navarre, du Winstrol, du Clenbuterol, etc. Est-ce que tu penses que c'est dangereux, ce genre de choses, Mais en bien tant que sûr, clinicienne? Qu'est-ce bien que... sûr, je pense que c'est dangereux. Moi, je t'ai cru parce que je sais que dans ce milieu-là, euh, la majorité du temps, t'es dopé, tu vois. Donc, bien sûr que je t'ai cru. Maintenant, est-ce que c'est dangereux? Mais évidemment que c'est dangereux. Enfin, la preuve, tu Et vois. ce sont des personnes qui sont dans l'IFBB, donc c'est une confédération, enfin, ce sont des gens qui sont hyper musclés, qui Mhm. sont des beaux abdos, des beaux pecs, etc. Et donc, ils vantent l'image pour dire, ben, moi, je m'y connais, donc ça marche comme ça. Et donc, ils disent qu'ils connaissent la santé, mais ils ont recours à des stéroïdes anabolisants pour aller plus vite, parce qu'ils connaissent pas la santé au naturel, Ils connaissent comment développer une masse musculaire de manière artificielle, avec des effets secondaires. avec des effets secondaires, bien évidemment, vu que c'est artificiel. Ils connaissent pas la santé. Et c'est très. Après, bon, voilà. Quoi, toi, t'es une personne lambda, tu te dis, bon, je veux faire des compètes, je vais aller contacter ces gens-là et tout. Ok. Quand même, tu es censé savoir, ou pas, peut-être que tu sais pas, qu'on va te proposer des produits dopants. Parce que la majorité du temps, quand tu fais des compètes, on te propose des trucs chelous, tu vois. Maintenant, tu le sais pas, peu importe. Au moment où on te propose ces produits-là, tu le sais. Tu sais qu'on te propose des produits que tu peux pas trouver comme ça à la pharmacie, que tu peux pas trouver comme ça en allant voir ton médecin. Donc, tu t'es censé te dire c'est un peu chelou. Tu acceptes ça, c'est une chose. Maintenant, ces coachs-là qui donnent ça, je trouve, enfin, qui proposent ça, je trouve ça, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Si le coach est OK et que la personne coachée est consentante, OK. Mais alors, tu suis la personne et
tu suis la personne après ses compètes, histoire de... En fait, il faut, si tu, en tant que coach, tu fais ce genre de choses-là, qui de toute façon, c'est évident, auront des effets secondaires, euh, au moins assure-toi que le, le post-compète soit un minimum suivi également, tu vois. Mais ouais, c'est super important ce que tu dis. Parce qu'en fait, ce que je voulais te dire, c'est que quand ils font, ces coachs les suivent, il n'y a pas de suivi réel. Il y a certains coachs qui le font très bien. Mais il y a d'autres coachs, la majorité d'ailleurs, une grosse majorité, je ne vais pas citer ceux qui le font bien parce qu'ils sont super, mais ça, ils seront très bien, qui suivent des athlètes post-compète ou même au naturel ou autre. Et tu as des athlètes, je sais que moi j'avais Body Coach qui suit pas mal d'athlètes, Anthony Body Coach, avec qui j'apprécie son travail, qui suit des athlètes de A à Z. Il y a des prises de sang chez le médecin. Et c'est pas, il le suit via Skype ou via Messenger, qui envoie un message tous les 1 mois. C'est exactement ce qui se passe chez les coachs. Tu as des messages 1 fois par mois. Oh ben en fait, fais tester tes transaminases. Oh, c'est un peu élevé, prends du desmodium, s'arrête là. Il n'y a que ça en fait. On sait rien sur le, donc, on sait rien sur le client, parce que eux, c'est des clients. On sait rien sur la personne. Donc en fait, il faut plus de rigueur déjà. Et puis il faut faire appel peut-être à des spécialistes, dire voilà. De connaissances et il faut faire appel à des spécialistes si tu n'as pas ces connaissances-là. Tu ne peux pas être coach sportif, nutritionniste, kiné, ostéopathe en même temps, tu vois. Donc, et endocrino, surtout. Surtout, si tu donnes ce genre de produit-là. Mais donc voilà, faire appel à des gens compétents si toi, tu n'as pas ces compétences-là, mais au moins leur connaître, quoi. Alors ça a été très dur moi avec cette patiente parce que bon on a fait appel au comité, bon tu connais l'histoire de l'Holistic Care, on est dessus. On a travaillé sur ce sujet. Alors attends, je vais agrandir ça. Le problème avec cette patiente par exemple, ça a été très problématique parce qu'on a eu des boulimies vomitives, on a eu des troubles du comportement, elle n'avait pas de règles en fait, on a eu un traitement thyroïdien, elle vomissait son traitement thyroïdien parce qu'en fait elle a été tellement privée, elle a arrêté sa cocaïne mais tellement elle est arrivée et puis elle a fini au cannabis aussi. Donc c'est vrai que ça a été très problématique et ils l'ont cassé mais physiologiquement en fait. Et pour son poids à 50 kg, 47 kg, avoir du clenbutérol, etc. Et donc j'ai des coachs, beaucoup de coachs et des mères de famille, elles le verront, elles sont sous 125 de clenbutérol que tu retrouves chez Malay Tiger, tu sais même pas d'où ça vient, et elles perdent pas de poids, elles augmentent juste le rythme cardiaque. Tu vois. Donc oui, donc le conseil d'un clinicien, prudence quoi. Aussi faites-le bien. Enfin. Voilà. Si vraiment vous voulez aller vers des choses pas naturelles pour développer de la masse qui ne serait pas faisable naturellement, au moins assurez-vous d'avoir des gens compétents pour un suivi après avoir eu les résultats escomptés. Parce que c'est surtout ça en fait. C'est le post-compète qui est important. Comme le post-régime ou... Comme le post-régime, exactement. Deuxième patiente, Madame L. Donc celle-là, tu t'avais été un peu, enfin, tu me dis ouais c'est pas possible, etc. Tu m'avais dit c'était bizarre qu'il fasse ça. Donc c'est une patiente qui a suivi une diète pro-métabolique. Alors c'est la mode un petit peu dans les réseaux sociaux. Maintenant on avait le régime paléo, on avait le régime sans gluten. Maintenant c'est pro-métabolique parce qu'il y a des régimes qui font pro-métabolisme. Et donc cette personne, je t'ai envoyé donc ses mails, je t'ai envoyé ses prises de sang, etc. Ce qu'on a fait. Donc c'est une personne qui avait des boutons, qui perdait ses cheveux, qui était ballonnée, qui n'arrivait pas à dormir, qui avait de la constipation, qui avait des diarrhées. Elle avait donc une flore de putréfaction. Ses règles a été raccourcies parce qu'en fait leur diète ça raccourcit la quantité des règles et parce qu'elle avait un manque d'œstrogène parce que eux ils sont dans l'anti-œstrogène en disant que l'œstrogène est mauvais, mais on le sait pour la femme les œstrogènes c'est bon aussi. Ça permet d'avoir une meilleure qualité de cheveux. On voit les femmes ménopausées, elles n'ont pas une bonne qualité de cheveux, elles prennent du poids parce qu'il y a une chute des hormones féminines. Et donc, cette personne, elle s'est retrouvée avec 1 kg de pommes de terre le soir, à peser 2 grammes d'huile de coco, 3 grammes, 2 grammes de ghee. Tu te rappelles, je t'ai partagé les diètes. Et donc, on m'avait pas cru ce sujet. Et donc, j'avais dit ces gourous, j'appelle ça ces gourous, des sectes en fait qui n'ont aucun suivi, analyse biologique, médecin, spécialiste, où ils font appel à des ostéos, des kinés, enfin, il n'y a aucun travail. Donc, ils lui ont mis de la lumière rouge sur ses boutons, mais bon, ces boutons, ça ressemblait... Donc, elle m'avait dit, ça fait un petit peu de bien, mais elle avait toujours ses gros boutons. Pas de vitamine D, elle était carencée en vitamine D, pas de magnésium, trop de potassium, d'ailleurs. Aucune analyse n'a été faite avant. Non. Voilà. Alors, on s'est retrouvé à faire une écho des reins et une IRM de l'hypophyse. Alors, on a fait écho des ovaires, on a trouvé un kyste. Donc, elle avait déjà un kyste, mais la personne qui l'a pris n'a pas jugé utile de développer ça. Il n'a même pas demandé. Alors, il le savait, je pense qu'il a lu, mais il n'a pas. Je vais pas citer le nom, il a lu, mais il n'a pas regardé. Je voulais rebondir sur. J'ai eu 2-3 personnes qui ont eu le syndrome des ovaires polykystiques et eux recommandent la consommation excessive de sucre.
Il faut savoir que cette personne qui a eu le syndrome des ovaires polykystiques et qui a consommé énormément de sucre, elle a été inflammée, puisqu'en fait, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est aménorrhée hyperandrogénique. Donc, plus tu as d'insuline, plus tu as de testo, et du coup, plus ça s'inflamme, en fait. Et eux, ils ont fait monter le sucre avec des jus d'orange et des litres de lait. Donc, il s'est retrouvé inflammé, fatigué. Et donc, cette personne avait fait un témoignage que j'avais partagé. Donc, c'est les mêmes groupes. J'ai lu des personnes qui ont fait des diètes pro-métaboliques qui étaient fatiguées à longueur de journée aussi. C'est un gars que j'ai eu. Et donc, cette patiente, elle avait des boutons, elle avait 1 kilo de pommes de terre le soir, et elle avait surtout, c'est le trouble du comportement qui en a découlé. Le jour où je lui ai dit arrête de calculer tes calories, on va faire ça, elle a été complètement perdue. Pour donner un titre d'exemple, le soir, je lui ai dit bon ben le soir, mange à ta faim, t'augmentes un petit peu tes aliments, tu vois. Elle m'a dit je savais pas faire, j'avais peur j'avais pas le dosage des calories, donc j'ai dormi avec la faim. Elle avait tellement peur de gérer sa situation qu'elle a développé un trouble du comportement. Donc que penses-tu en fait de tout ça, de cette quantophrénie, de ces calculs incessants en tant que clinicienne? Quelles sont les conséquences sur des patients? Est-ce que toi, tu dis ça en cabinet? De peser? D'être très strict comme ça? Non. Bah, bon, moi, j'ai pas non plus énormément de consultes diététiques pures. Maintenant, bon, pour en revenir à ce cas-là au départ, c'est ce que je te disais hier, pro-métabolique, ça veut dire quoi en fait? Parce que un métabolisme n'est pas l'autre, et si tu n'as rien, non seulement tu ne tiens pas compte de la clinique de la patiente que tu as en face de toi, mais en plus de ça, pas de prise de sang, rien. Donc, on va booster un métabolisme qu'on ne connaît pas. On ne sait pas comment le métabolisme fonctionne chez cette personne-là. On ne sait pas où est-ce qu'elle en est au niveau endocrino, mais on a décidé que, comme ça a marché sur nous, ce régime-là, ça va marcher sur elle aussi, tu vois. Ça, c'est grave. Si tu vas chez quelqu'un, encore une fois, pour être coaché, et que la personne te met un régime spécifique et aussi, là, tu me disais, elle mangeait des 600 grammes de pommes de terre le soir. Enfin, c'est quand même très inhabituel, tu vois. Elle était Donc, plus à 700, 1 kilo. 1 kilo de pommes de terre le Mais elle soir. avait des diarrhées. En fait, elle avait des diarrhées le lendemain. Mais là, on Bien. n'en a plus. Alors, je voulais dire que depuis qu'on a instauré ça, on n'a pas mis de traitement avec l'holistic care, mais en tout cas, juste avec le changement de diète, une diminution de ces hydrates de carbone, elle a plus de diarrhée et elle est en forme le matin. Parce qu'en fait, les glucides qu'elle consommait faisaient tellement diminuer le cortisol qu'elle était épuisée. Et elle me disait, j'ai peur de ne pas tenir son glucide. Mais elle tient très bien. Bien sûr. Donc, ces cycles se sont raccourcis. Donc là, on est sur l'élongation des cycles parce qu'en fait, elle perd ses cheveux, simplement. Elle a plein de trous. Et donc, c'est la deuxième question que je voulais te dire. Elle avait un kyste aux ovaires. Elle avait une paire de cheveux. Elle avait des boutons aussi gros qu'une balle de tennis, vraiment. Et personne ne lui a dit. Personne. Ils n'ont même pas regardé. Des boutons aussi gros, on lui a dit fais de la lumière rouge, t'es trop stressé. Sauf que. C'est probablement parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils ne font pas le lien entre les symptômes physiques et justement les problèmes métaboliques sous-jacents, tu vois. Donc forcément. On lui a dit que c'était un excès de stress. Là, excès de stress, ça veut dire quoi métaboliquement, tu vois? Alors elle avait, ce qui était bizarre, c'est qu'elle avait une carence en cortisol. Ouais. Donc en fait, c'était pas un excès de stress. C'est juste qu'elle était fatiguée, elle était épuisée. Est-ce que tu trouves ça normal en fait? Ça, c'est. Tu n'as pas les connaissances. Au moins, admets que tu n'as pas les connaissances et fais appel à des gens qui les ont, tu vois. Mais évidemment, c'est pas normal. Donner ça, un c'est répandu. C'est répandu sur tout le temps. C'est répandu sur. Ça, c'est un exemple. Mais moi, ce sont des cas patients que j'ai. Je ne vais pas regarder ce que font les autres. C'est des cas patients que j'ai, que l'on a. Et on voit ce genre de choses. Et c'est répandu, en fait. Il n'y a pas que, il y a plein de choses. Tu vois? Ça m'étonne pas. C'est quoi? C'est l'extrémisme dans les régimes ou dans les. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je les connais pas. Hein. Moi, j'ai pas eu affaire à ces personnes-là. Et moi, j'ai pas eu de. Moi, je suis en Belgique, à Bruxelles. J'ai pas eu de patients qui sont venus me voir comme toi, tu vois. Donc, je sais pas. Oui, c'est extrême. C'est extrême comme régime, et c'est extrême surtout, encore une fois, d'imposer un régime entre guillemets pro-métabolique à quelqu'un dont on connaît pas le métabolisme. Tu vois. C'est même pas que c'est extrême, c'est insensé en fait. Et cette patiente, elle avait un taux d'androsténédione, qui est un dérivé de la testostérone, qui était très, très, très élevé. Donc, on a suspecté, ici, on suspecte, voilà, que ça fait pousser, en fait,
les boutons. Et eux, je pense qu'ils ont dû avoir un impact. Donc, on a vérifié le taux de vitamine A, puisque la lumière rouge fait diminuer le taux de vitamine A tissulaire. Donc, on est en train de vérifier la vitamine A, et je lui dis que ça pouvait diminuer son taux de vitamine A, et du coup, elle a la peau asséchée. Donc, on pense que c'est ça, même avec 7 ou 8 minutes de lumière rouge. En sachant que cette lumière rouge vaut entre 500 et 1000 balles. C'est quand même un investissement plutôt pas mal. Donc, je pense que le problème, c'est que, en fait, les réseaux sociaux sont devenus un business. Et on arrive à transmettre, soi-disant, des informations avec modulées avec certains termes, donc en parlant d'adrenal fatigue, ou de mettre des mots anglais ou anglo-saxons, wall package ou d'autres choses, et on arrive à moduler un petit peu les esprits en disant qu'on est scientifique, mais on ne l'est pas. C'est du marketing, hein. Mais c'est ça, les réseaux, c'est ça. C'est un business incroyable. En fait, moi, tu vois, moi, j'ai rien contre eux parce que, enfin, ils font ce qu'ils veulent de leur vie, mais je trouve ça tellement dangereux et il n'y a aucun impact sur l'environnement futur, en fait, sur la vie future. Nous, on essaye de changer de paradigme, on essaye de faire évoluer la prise en charge, on essaye de faire évoluer les professionnels, les médecins. Comment? Alors, si moi j'étais arrivé avec ce type de diète et je t'aurais dit fais ça, est-ce que tu l'aurais fait? Des glaces avant d'aller dormir, des litres de jus d'orange, ou même un excès d'oméga 3, ou tu vois, ou une diète carnivore à 100%? Bah, le truc, c'est que moi, je suis enfin voilà, je suis pas le bon exemple dans le sens où je suis un petit peu informée aussi, tu vois. Mais non, donc non, je l'aurais pas fait. Et puis, je m'écoute. À partir du moment où je vois que je perds mes cheveux, que j'ai plein de boutons et que j'ai la chiasse tout le temps, il y a un problème. Non, mais c'est vrai, tu vois. Donc, je vais écouter mon corps. Je vais pas te dire, bon, allez, ça va pas physiquement, mais bon, probablement que ça marche quand même, tu vois. Donc non, je t'aurais pas, je serais pas partie là-dedans. Maintenant, moi, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui, voilà, les réseaux, on vend du rêve, hein, ça, on en revient toujours à ça. On vend du rêve, les gens, ils y croient, et donc c'est normal qu'ils vont donner de l'argent pour avoir les résultats qu'ils veulent, tu vois. En fait, moi je pense, tu sais, si on m'avait dit, moi, par exemple, quand tu vois la diète méditerranéenne, c'est la seule diète prouvée en clinique. C'est la seule diète qui a été, la Lion Heart Diet Study, c'est la seule diète de Lyon qui a été prouvée sur des post-infarct, etc., qui a marché. Et JR est au courant de ça. Elle a fait pas mal d'études sur ce sujet. Les cardiologues, je travaille avec elle, les cardiologues en réadaptation cardiaque. Donc elle traite et elle soigne le malade avant qu'il meure. Le gros problème, c'est qu'on n'a pas d'autres diètes spécifiques. On a le jeûne, on a le régime cétogène qui est étudié pour les épileptiques et qui est un peu avec l'étude Colibri et Ergo 2 en Allemagne. Ça a été même en Israël, etc. Mais on n'a pas d'études sur du long terme, sur ce genre de choses. Et le gros problème, c'est que tu sais, on a eu la mode du paléo, on a eu la mode du gluten, du sans gluten. Maintenant, on a encore la mode un peu du carnivore. On a la mode du véganisme, on a la mode des litres de jus d'orange, on est toujours dans l'extrémisme de l'alimentation. Ouais. Et quand tu vois la diète méditerranéenne, Pas elle de, exclut aucun aliment. pas de on consomme de tout, mais en modération et de manière adaptée justement à son métabolisme, tu vois. Non, c'est. Et, et tu connais mon point de vue sur la thyroïde, puisqu'on fait une conférence le 11 janvier et tu seras là. Tu sais très bien que je conseille de consommer énormément de fruits pour la thyroïde, enfin énormément de fruits et légumes, mais de toute façon, une alimentation antioxydante, attention, les fruits locaux de saison, etc. Puisqu'en hiver, on n'a pas de fruits, pas trop de fruits, ce qui est normal. Le corps se met un petit peu en repos en hiver. Peut-être qu'il faut un temps de repos pour que tout se régule. Donc, mais je ne recommande pas des litres de jus d'orange, des litres de lait ou des glaces avant d'aller dormir, ou de stopper les fibres ou autre. Tu vois, comme je ne recommande pas de faire un jeûne de 25 jours, parce que j'ai des gens qui me disent je fais un jeûne de 25 jours pour une cellule cancéreuse, c'est comme aller essayer de choper un oiseau, quoi. Donc c'est vrai que, et je voulais vraiment avoir l'avis de toi en tant que clinicienne, parce que si on a une méthode miracle, enfin, si on avait des méthodes, on pourrait l'essayer en endocrinologie, tu vois, avec des profs et tout. On aurait dit, bah tenez, essayez ça. Mais ça, c'est impossible. Et donc, nous, on veut essayer surtout de convertir beaucoup de pros, beaucoup de spécialistes pour qu'on change un peu de paradigme et d'évolution. Puisqu'on sait bien que de toute façon, c'est pas ça le problème. C'est qu'on n'arrive pas à se soigner. La nutrition n'est pas reconnue comme un soin. On n'a pas d'évolution de la pensée. Que ça soit, on en parlait des traitements thyroïdiens. Ben en fait, même si on te diagnostique des carences en certaines hormones, ben, tu n'as pas le traitement. Mhm. Donc le marché noir se... Ouais. Ça, c'est encore pire en Belgique, hein. Je ne connaissais pas la réglementation en Belgique, mais en tout cas, ce qui est fou, et je ne recommande pas aussi certains médecins anti-âge qui te mettent des hormones H24, ça je trouve ça absurde, parce je pense qu'il faut que le traitement soit adapté, il faut qu'il soit un minimum un petit peu remboursé, il faut que toute sa vie soit stable. Le patient ne peut pas jouer avec, il est hormonodépendant.
Et pareil pour la nutrition, faut concevoir un truc stable, pas trop dépenser d'argent et garder de l'argent pour le traitement, pour l'hygiène de vie, pour la famille, c'est très important, la psychologie, qu'on en parlait avec Sophie Rasson. bien sûr. Donc, quelle conclusion donnerais-tu en fait, pour toutes ces choses qui se passent sur les réseaux sociaux et dont on a du mal à comprendre? C'est parce qu'en fait, on a du mal à comprendre. Et nous, le problème, je pense que, comme disaient les chercheurs, on manque de sérotonine et de dopamine dans notre vie. On n'est pas bien dans notre couple. On n'est pas. Exactement. Et donc, du coup, on va rechercher le plaisir instantanément. Moi, je le vois, tu sais, quand je suis avec quelqu'un, il est toujours sur son téléphone. Je n'arrive pas à avoir une discussion. On a eu une discussion pendant peut-être 3 heures. On a discuté face à face. On n'a pas bougé, on n'a pas bronché, quoi. Tu vois? Mais avec des gens, on est toujours sur le téléphone. On oublie, en fait, les sentiments, tu vois? On oublie le contexte, on oublie la personne, on ne prend pas le temps. Mais ouais, c'est le principe des réseaux et c'est pour ça que ça marche bien. Je te dis, les gens, on leur vend du rêve, ils prennent quoi, tu vois. Ils prennent et ils payent cher pour ça. Même, c'est pour ça, conclusion, esprit critique. Les gens, s'il vous plaît, genre, faites un pas de recul et dites-vous, est-ce que c'est sensé, quoi. Simplement, réfléchissez en fait. En fait, nous, on n'est pas dans le jugement. Nous, on arrive avec des cas patients ou des recherches scientifiques, de la pratique ou avec plusieurs professionnels, et on se dit, bah, voilà ce qui se passe et voilà ce qui est. Après, je sais que c'est une ère du réductionnisme, c'est du réductionnisme, ça va être balayé par un vent d'holisme, donc ça va pas tenir le coup, ça tient pas le coup de toute façon parce qu'ils viennent me contacter tous, hein, tous les coachs, spécialistes, etc. Ça, s'ils veulent les noms, je donnerai les noms, mais ils viennent tous me contacter. Mais en fait, peut-être que moi, j'arrive à dire, bah, peut-être que ça, pour moi, c'est comme on m'a dit, par exemple, le débat sur le jus d'orange, ça m'importe peu, c'est pas la signification. Le gros problème, comme l'a dit Anthony Fardet, c'est la transformation des aliments. Toi, tu l'as répété, c'est d'avoir des meilleurs traitements. On a beaucoup de médecins qui travaillent sur ça. On veut avoir une vie un peu qui reste pas trop réductionniste ou trop dangereuse, parce que maintenant, on a des traitements qui s'arrêtent du jour au lendemain, on a du glyphosate, des pesticides. C'est ça le plus important. Le reste, on s'en fout, quoi. Tout à fait. Donc voilà, ben, encore merci à toi, Aude, pour toutes ces informations. Donc tu seras donc le 11 janvier, tu seras là. Il y aura un autre médecin aussi qui vient de Paris. On a peut-être prévu des collaborations ensemble pour la suite avec d'autres spécialistes. Donc en tout cas, voilà, je voulais vraiment te remercier et parce que j'avais vraiment besoin d'une avis d'une clinicienne, surtout toi en tant que médecin clinicienne. Donc ça nous permet de débriefer et de mettre en avant la prudence parce qu'on est tous différents. Et peut-être qu'il faut aussi ouvrir son esprit et peut-être lire d'autres choses avant de porter une conclusion, comme tu l'as dit. Merci à toi et ben, on te retrouvera bientôt. Au revoir.